Fewakili, je suis journaliste et puis aussi écrivain et journaliste depuis au moins 20 ans, 24-25 ans. J'ai commencé à Nouvelle République, Réveil Hebdo, continué au Démocrate et puis au National. Depuis 15 ans, je suis à l'Intelligence d'Abidjan. Je suis journaliste professionnel et puis directeur général, promoteur de l'Intelligence d'Abidjan et d'autres projets. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure, il y a 15 ans, vous avez lancé donc un quotidien ivoirien d'information générale, le quotidien, l'Intelligence d'Abidjan. D'où est venue cette idée ou bien si c'est parti d'un constat? Non, l'Intelligence d'Abidjan est née d'une volonté, c'est-à-dire ça fait quand même 15 ans. Et puis au moment où naissait l'Intelligence d'Abidjan, j'avais une dizaine d'années quand même de pratique professionnelle. J'ai estimé que par rapport à mon parcours, par rapport à ma progression, il était important de lancer un tel projet pour engager les prochaines années avec et puis pour me positionner sur l'avenir. Donc ça répondait à une étape de mon parcours professionnel. J'étais jeune, je me disais que c'était le moment de prendre des risques, de se lancer des défis et de les relever. Et puis on était dans le contexte du début des crises aussi après 2002. On revient de mars aussi. Selon moi, il y avait une dynamique nouvelle dans laquelle il fallait s'engager. Et on a géré cette crise-là, vous avez vu, de 2003 jusqu'à 2010-2011. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est peut-être dans l'après-crise. L'après-crise, mais on constate peut-être aussi que la crise n'est pas tout à fait terminée. Et donc, depuis 15 ans, nous sommes dans cet environnement-là. On essaie d'évoluer avec. D'accord. Alors, au mois de septembre dernier, vous avez célébré les 15 années d'existence de votre journal. Quel bilan vous pouvez faire de ces 15 années d'exercice? Oui, un bilan positif. Ce que nous avons comme acquis est positif. Ce qu'il y a eu comme retour était assez intéressant. Mais en même temps, c'est un défi. Ce que je retiens, c'est que ce que nous avons à faire est peut-être plus grand et plus important que ce que nous avons déjà fait. Ce que nous avons déjà fait est certes important, c'est immense, mais ce qui reste à faire est tout aussi important et même plus important, plus immense. Donc quand on voit le chemin à parcourir, le chemin qui reste à parcourir, on ne peut pas se laisser émerveiller par tout ce qui a été déjà réalisé. Donc nous avons perçu le défi, nous voyons les attentes et nous pensons que nous avons la capacité de les relever. Mais je vous avoue que malgré tout ce qu'on a pu voir, le contexte est difficile, c'est dans un environnement très très difficile que nous réalisons tout ça. Alors, de façon générale, concertation faite auprès des journalistes, eh bien, vous êtes perçu comme l'un des pionniers en matière de journalisme en Côte d'Ivoire. Et en tant que ce pionnier-là, quel est votre état des lieux de la situation de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire? L'état des lieux de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire, moi je pense que la liberté, au-delà du contexte général qui crée le cadre, la liberté pour moi c'est dans la responsabilité ou c'est aussi de façon individuelle. La liberté que nous revendiquons, nous l'avons. Maintenant, quel est l'usage que chacun en fait? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous en faisons bon usage? Est-ce que notre propre liberté, nous ne la mettons pas à la disposition des partis politiques, des part et d'autres? Et quand nous le faisons, est-ce que nous ne l'assumons pas pleinement? Et est-ce que les journalistes devraient s'engager dans de tels enjeux, dans de tels combats? Nous, à notre niveau, nous essayons tant bien que mal d'afficher notre indépendance, une neutralité. Beaucoup de gens n'y croient pas. Mais j'aime toujours donner un exemple. L'Intelligence d'Abidjan n'est pas le Patriote. L'Intelligence d'Abidjan n'est pas le Nouveau Réveil. Et l'Intelligence d'Abidjan n'est pas l'ensemble des journaux bleus, ni chacun des journaux bleus. L'Intelligence d'Abidjan, c'est l'Intelligence d'Abidjan. Et donc, quel que soit ce qu'on pourrait nous donner comme étiquette, il ne faudrait pas que les gens oublient qu'on a, nous, notre manière de traiter l'information. Nous ne sommes pas excessifs, nous ne sommes pas dans le parti pris radical et absolu. Et nous essayons de donner l'information de façon équilibrée.
D'accord. Est-ce qu'au bout de ces 15 années d'exercice donc, de votre journal, il vous est arrivé à un moment ou un autre de relever des actes qui sont vraiment allés à l'encontre de la liberté d'expression, de la liberté de presse? Oui, bien sûr, il y a eu quelquefois des tentatives. Nous sommes allés couvrir des événements, des cérémonies à telle ou telle période. Les gens ont dit que non, nous n'étions pas les bienvenus. Il y a eu des tentatives d'intimidation, des tentatives d'exclusion. Le plus souvent sur des lieux d'événements, nos journalistes ou nos reporters ont été bousculés, ils ont été rudoyés peut-être par les forces de l'ordre, voilà, par la police. Et aussi pendant la crise, il y a eu des situations d'intimidation, je ne dis pas seulement pendant la crise post-électorale en 2000-2001, au cours de notre parcours, même de 2003-2004 jusqu'à cette période de crise et même après, il y a souvent eu ce genre d'attitude et un certain nombre d'entraves que nous essayons de gérer, mais pas des situations graves et gravissimes. Alors, vous êtes en tant que journaliste et un observateur donc, de la presse et de la scène politique ivoirienne. Quel commentaire vous pouvez faire sur la situation politique de notre pays aujourd'hui? Nous sortons d'une élection locale, d'une élection municipale et régionale qui s'est passée tant bien que mal, qui a pu se réaliser alors qu'il y avait des inquiétudes. Bon, ça s'est déroulé, il y a eu des tensions. Il faut à nouveau déplorer les incidents, les violences, les morts et les blessés qu'il y a eu. Je souhaitais que les dispositions soient prises pour que ce genre de situation ne se reproduise pas, surtout que nous allons engager le processus pour aller dans une élection autrement plus attendue, plus tendue aussi, que l'ensemble des élections de 2020 que tout le monde observe. Voilà, donc, et puis à côté de ça, il y a le RHDP qui se construit sans le PDCI. Il y a le PDCI qui appelle à une nouvelle coalition. Il y a malheureusement aussi le décès de Abdourahmane Sangaré face aux contraintes d'un FPI qui doit se reconstituer, se réconcilier. Donc, l'environnement politique est bouillonnant. Il y a eu des moments où c'était l'environnement social qui était bouillonnant et tendu en son temps avec la mutinerie des militaires, la grève des fonctionnaires. Cette étape-là, cette période est passée, elle est derrière nous. Aujourd'hui, les hommes politiques ont repris le droit de citer. C'est eux qui sont à la page, c'est eux qui font l'actualité. Et on est dans ce débat-là, dans les états-majors, dans les partis politiques pour avancer vers 2020. On observe. D'accord, donc à la suite donc, des élections dont vous avez parlé, on a vu que le creuset entre le RDR et puis son allié, le BDCI, dans le consortium RHDP, est encore en train de se creuser. Qu'est-ce qui explique ça? Ce qui explique ça, c'est la question de l'alternance, la bataille de 2020. Le PDCI aurait voulu que le RHDP, le RDR lui garantisse ça de façon indiscutable, de façon absolue. Le RDR, RHDP, qui a priori ne dit pas non, peut-être aurait souhaité que d'abord il y ait une connaissance de l'identité de ce candidat. Le PDCI dit non, on est d'accord pour l'alternance, après on verra le candidat. Certainement, le RHDP refuse de fonctionner sur cette base-là. Donc pour moi, c'est pas tant le principe de l'alternance qui pose problème, mais peut-être la personnalité qui conduira à cette alternance. Au PDCI, il y a une certitude qu'il suffit que le RDR ou le RHDP accepte l'idée d'alternance et que tous se mettent ensemble, peu importe le candidat qui va être choisi, peu importe le moment, le RHDP gagnera à condition que ce candidat soit issu du PDCI. Voici leur certitude, leur conviction, leur optimisme, mais je crois que le RDR n'est pas sur la même longueur d'onde. Cela dit, de mon point de vue, tout ça était discutable. Tout ça pouvait trouver un accord. Si ce n'était que ça. Mais il semble que peut-être il y a d'autres arrière-pensées là-dedans dont on ne maîtrise pas tous les paramètres. Donc, on ne pourra certainement pas en parler maintenant. Est-ce que tout ça n'était pas prévisible? Non, pas tout à fait. Bon, certains disent avoir prévu ça. Bon, Kakabe, Tibios Kofi, d'autres qui n'y croyaient pas.
Et les bannis étaient candidats en 2015, ils disent avoir prévu ça, c'était prévu. Mais moi, j'estime que non. Si on donne la bonne foi à tous les acteurs, si on considère qu'ils s'étaient engagés dans le RHDP de façon sincère, si on pense que tout ce qui est dit publiquement, il n'y a rien de secret, je crois qu'on ne pouvait pas dire que c'était prévisible parce que le fondement du RHDP, c'est quoi? Quand on est ensemble, tout va bien. C'est parce qu'on n'a pas été ensemble que ça s'est bousculé. On n'était pas ensemble. En 99, on a perdu, et puis Gbagbo est venu. On n'était pas ensemble, tout s'est mal passé, et puis voilà, on a connu. Donc dès qu'on a commencé à se mettre ensemble, on a eu le succès. Et tout s'est bien déroulé. Et en plus, si on n'était pas ensemble, on n'aurait jamais pu battre Laurent Gbagbo. Donc, ça s'est forgé dans l'épreuve, dans la douleur. Ils ont tiré les leçons de leurs désaccords passés. Donc, il y avait une sorte de conviction, de certitude que par tout moyen, ils doivent se mettre ensemble. Séparés, ils ont perdu. Ensemble, ils ont gagné des combats. Donc, si aujourd'hui, malgré tout ça, les gens pensent qu'ils peuvent encore se séparer, bah, tant mieux, on fait avec. Et puis, la vie continue. Ici, c'est pas le RHDP, c'est pas le RDS, ça va être le PDCI, c'est pas le PDCI, ça va être FPI. Toujours est-il que ce sera entre Ivoiriens, ce sera la Côte d'Ivoire qui gagnera. Donc, mais en pensant qu'ils avaient la certitude de ce qu'ils avaient intérêt à être ensemble, on ne pouvait pas prédire que ça allait mal se passer. Non. D'accord. Alors, pour revenir sur les élections, les récentes élections locales, on a assisté à certains candidats qui ont été élus sous la bannière indépendant, qui sont allés donner leur victoire au RHDP, d'autres qui étaient d'autres bords et puis sont allés remettre leur victoire au RHDP. Est-ce que juridiquement c'est logique? Oui, juridiquement c'est pas illogique, mais vous savez, tout le monde pose des questions pour dire qu'il faut trouver des balises, il faut trouver des barrières. Est-ce que c'est pas une forme de trahison non, le mot est fort, du peuple? Pas de trahison, déjà, si on avait voulu élire un candidat RHDP, est-ce qu'on aurait voté pour un autre candidat indépendant? Donc, voyez-vous, c'est simple. C'est des individus qui ont été élus par des partis. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ça arrive ici. Pourquoi, lorsqu'il s'agit des municipales, ça va devenir un débat, on doit parler des trahisons. Lors des législatives, il y a des candidats qui ont été élus en indépendant. Après, ils sont venus au RDR. Après, ils sont revenus au PDCI. Ça existe dans beaucoup de partis. Ça s'est passé il y a moins de 2 ans. Du moins, on peut dire il y a 2 ans. Le PDC a connu ça, le RD a connu ça. Il n'y a pas eu la contestation qu'il y a aujourd'hui. Ils sont partis en indépendant. Et puis, parce qu'ils ont estimé que leur parti n'a pas fait un bon choix, ils sont allés et puis ils ont gagné. Et après, ils sont revenus soit au RD, soit au PDCI, ou même ils peuvent aller ailleurs. Donc même, je crois, l'UDPC a connu des cas comme ça. Le FPI même aussi, il me semble, avec Affinissant. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau et d'extraordinaire. Donc, maintenant, trahir le peuple doit le faire savoir. S'il a été trahi, hein. Le faire savoir pendant le mandat, aller dire au maire. Je suppose que quand ces personnalités sont élues, consultent un peu autour d'elles avant d'aller rallier les partis politiques. Hein. Si elles ne le font pas, ben, il est évident que le peuple, s'il ne se révolte pas, s'il n'arrive pas à le faire savoir, lors de l'élection qui suivra, il va sans doute prendre des mesures pour sanctionner, pour dire que tu nous as trahis. C'est au peuple de le manifester. Mais on n'a pas d'indicateur pour exprimer qu'il y a eu trahison. Il faut aussi noter que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se passe. D'ailleurs, il y a peut-être 2 ou 3 types d'indépendants. Il y a des indépendants qui ont demandé l'investiture des partis, ils n'ont pas eu. Donc ils partent, ils gagnent. Ils avaient demandé l'investiture des partis, ils reviennent après. C'est comme, d'ailleurs, je ne sais pas, elle est certes toujours indépendante à l'Assemblée nationale, mais un cas qu'on a bien connu, Yasmina Ouyen, qui est députée, elle est toujours, il me semble, membre du bureau politique du PDCI. Elle est toujours dans le PDCI. Certes, elle est députée, elle est indépendante, elle est d'un groupe parlementaire indépendant, mais elle est toujours PDCI. Donc, c'est pour dire qu'il peut arriver qu'on soit indépendant, et ça ne veut pas dire peut-être qu'on part dans un autre parti, voilà, mais on est un parti d'origine. Maintenant, il y a ceux que j'appelle des indépendants indépendants.
Oui, ceux-là, ils restent toujours indépendants. Hein. Ils ne viennent pas d'un parti et ils n'ont pas envie d'aller vers un parti. Il y en a qui le restent. Maintenant, d'autres indépendants aussi qui finissent par rallier des partis. Donc, puisqu'ils étaient indépendants dès le départ, le peuple les a choisis en tant que tels. Je pense qu'ils peuvent aller expliquer après aux populations, à leur population, pour dire, vous m'avez élu en indépendance, c'est bien. Mais on est dans un environnement, dans un contexte, pour vous être utile, j'ai pensé qu'il était intéressant de faire tel ou tel choix. Ça va faire avancer, ça va rendre utile votre vote. Je ne pouvais pas rester dans une position dogmatique ou voilà, de principe et puis refuser, ça ne vous aurait pas profité. Donc, je pense qu'il y a des dialogues possibles, il y a des échanges et il faut faire avec. Alors, on ne peut pas parler de la situation politique en Côte d'Ivoire sans évoquer le procès qui se tient actuellement donc à La Haye. Moi, je fais toujours appel à votre sens d'observateur de la scène politique. Quel regard vous portez sur ce procès? On a l'impression d'être vers la phase finale du procès, mais il y a encore peut-être beaucoup de rebondissements qui sont possibles. La défense est en train de faire ses plaidoiries et ensuite on verra ce que ça va donner. Il y aura sans doute des batailles de procédure. Et il faut souhaiter que la meilleure décision soit prise et que cette décision contribue sans doute à la réconciliation nationale. D'accord. Alors, on a pu assister lors de la première phase donc, de ce procès au défilé de tous les témoins de l'accusation. Vous avez eu l'occasion de suivre tous ces témoignages-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce dossier? C'est un dossier complexe. Vous avez remarqué que l'accusation n'a pas lâché, alors que l'on pensait que justement les témoins qui sont passés n'ont pas été totalement à charge et qui n'ont pas pu permettre de faire ressortir un certain nombre de choses. L'accusation a maintenu ses points de vue et ses accusations et le débat se poursuit dans cette optique-là. Donc on ne peut que suivre cela, on peut faire ces constats en souhaitant que chacune des parties, notamment les juges, puissent rendre la décision la meilleure selon leur intime conviction et aussi selon les faits présentés par chacune des parties en présence. Quelle sera pour vous la meilleure décision pour la Côte d'Ivoire? La meilleure décision pour la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, c'est que tous les Ivoiriens se retrouvent, que tous les dirigeants se retrouvent à tous les niveaux et que la décision qui soit prise aide aussi à garantir la paix et la stabilité en 2020 et aussi au-delà, lors des élections qui arrivent. Voyez-vous, souvent, ces temps-ci sur les réseaux sociaux, on a vu des images qui ont circulé concernant le Ghana et aussi quelquefois le Nigeria où le président Nana Akufo-Addo, le ancien président Rawlings et un autre qui était là précédemment sont ensemble, à part celui qui est décédé là. Ils se saluent avec respect, avec considération. Au Nigeria aussi, on a eu des images d'anciens présidents côte à côte. Ça existe tout un conseil d'anciens présidents. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est dommage, Obegueye est décédé, le président Houphouët-Boigny est décédé. On a un président en exercice et un ancien président qui sont là. Il y a un qui manque, le président Laurent Gbagbo. Je pense qu'on avait eu des images où tous ces leaders étaient présents à un temps. Voilà, il est possible sans doute de reconstituer cela, comme au Ghana on en voit, comme au Nigeria on en voit, comme aussi d'ailleurs aux États-Unis, où on a vu Bush père, Bush fils, Obama, et puis aussi dernièrement Trump ensemble. Et c'est peut-être ces images-là qu'on a encore envie de voir, hein, si ça doit faire du bien. Et je pense que ça peut faire du bien à la Côte d'Ivoire et aussi aux Ivoiriens, de sorte que des engagements soient pris pour préserver cet environnement, ce contexte de fraternité et de paix, et qu'en allant aux élections, ce ne soit pas l'occasion de s'entre-déchirer et de se tuer. Ça aussi, c'est un élément très important. D'accord. Alors, autre chose qui est dans l'actualité nationale, c'est le décès récemment de plusieurs personnalités de haut plan du FPI. Quel est le poids de ces décès-là sur la formation politique?
Oui, un grand poids d'abord sur leurs familles respectives. C'est l'occasion pour moi de présenter nos condoléances. Nous essayons de traiter avec responsabilité, avec dignité, aussi professionnalisme dans ce genre de situation, mais aussi avec liberté, équité. Nous parlons de ça tranquillement. Quand Sangaré est décédé, nous avons fait un grand dossier avec presque de 4 pages. L'intelligence d'Abidjan, nous avons parlé le lendemain à 2 ou plusieurs reprises. Pareil pour Gaucho. Donc nous sommes sans état d'âme, nous traitons toutes les informations et en fonction de notre ressenti, en fonction de l'actualité, sans a priori. Et aussi, nous permettons de soulever aussi tous les sujets qui peuvent fâcher des parts et d'autres. Cela me paraît très très important. Donc ces pertes sont à déplorer et puis bon, il faut espérer que ces partis puissent avoir la force de percevoir les enjeux, de percevoir l'essentiel et aussi considérer que ces opportunités, comme on dit souvent, la mort est le moment de la réconciliation. Le FPI dans toutes ses composantes pourrait saisir cette opportunité-là pour régler sa crise interne, pour finir les palabres, ne pas attendre, souvent on aime dire aimons-nous vivants, ne pas attendre qu'il y ait la mort pour venir pleurer, s'embrasser et puis échanger, alors que pendant qu'on est en vie, c'est là qu'on doit régler les contentieux. C'est vrai que la mort est le moment de la réconciliation, mais la vie ne devrait pas être une période de bataille tout le temps. La vie même, pendant que l'on vit, on devrait profiter pour se réconcilier et puis faire la paix sur un certain nombre de choses. Alors, une dernière question. 2020 fait peur aux Ivoiriens et on a vraiment beaucoup de choses en tête. Comment vous voyez 2020? Bon, moi, je vois 2020 dans un contexte apaisé avec la commission électorale indépendante nouvelle qui va être mise en place. On ne sait pas comment ça va se faire, les discussions vont se faire. Vous savez, ce ne sera pas des extraterrestres, ce sera des Ivoiriens, d'une part. Et donc, il faut bien un jour qu'on apprenne à se faire confiance. Ensuite, le processus va s'engager. Et puis, il y aura les candidats, il y aura les élections. Donc, moi, je pense qu'il y aura des moments de tension, des moments d'inquiétude. Mais j'avoue que je ne suis pas totalement craintif. Je ne fais pas partie des alarmistes qui pensent que tout va se gâcher et que encore les Ivoiriens vont s'entretuer. J'ai un petit optimisme qui me fait dire que bon, les tensions, les inquiétudes, les angoisses, les peurs, on n'y peut rien. Il faut faire avec, mais j'ai le sentiment que on n'atteindra pas le fond. On n'atteindra pas le fond comme on l'a atteint en 2010-2015. D'accord. Alors, mon confrère a une question concernant l'affaire Méambli. Non, je pense que c'est une affaire qui est derrière nous. Ça s'est déroulé dans un contexte particulier. Il y a eu des malentendus. Il a voulu faire une conférence de presse ici. Parce que nous sommes certes un journal international, mais aussi une structure de communication. Donc il a voulu la faire, il y a eu une confusion. Les autorités avaient souhaité que les candidats s'en remettent à la commission électorale indépendante, puis arrêtent peut-être de dire qu'ils ont gagné. Le message n'est pas bien passé. C'est un communiqué que le ministre a fait. On avait le sentiment que ce communiqué, c'était pour les manifestations de rue, et non pour les conférences de presse dans les endroits fermés, d'autant plus que la conférence, tout en étant interdite ici, dit-on, pouvait se faire ailleurs. C'est-à-dire, s'il avait accepté de partir d'ici pour aller à son domicile ou ailleurs, en invitant les journalistes, il aurait pu parler. Donc, il n'a pas compris, et nous non plus n'avions pas compris pourquoi ça ne pouvait pas se faire ici. Bon, par la suite, lorsque tout le monde s'est rendu compte qu'il s'agissait bien d'un organe de presse. Bon, les explications ont été données. Je pense que l'incident est clos pour notre part. Nous avons échangé avec qui de droit et l'incident est clos, mais il faut déplorer que cette situation ait pu arriver parce qu'elle aurait pu dégénérer si les uns et les autres n'avaient pas fait preuve de maîtrise. Dieu merci, bon, ça s'est terminé sans dégâts et c'est ce qu'il faut souligner. Sinon, on a noté que malgré tout,
Choumbembe a réussi à faire passer son message. C'était ça le plus important. Son identité était de passer un message. Même si on a vu ce qui s'est passé, c'était dans la confusion, il y a eu l'interdiction. Il a quand même réussi à faire passer son message et son message n'a pas été censuré et perturbé. C'est en cela que nous considérons que la tentative d'entrave n'a pas prospéré et que l'entrave n'a pas eu lieu. Voilà. Donc, sans chercher à être complaisant avec qui que ce soit, nous avons pris ce qui paraissait positif dans cet incident, en décidant de dire, la page est tournée, on avance avec. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement donc à la fin de notre entretien. Je laisse la possibilité de dire un mot de fin. Non, c'est de vous remercier pour votre initiative, remercier et saluer mon frère Séverin Labbé et toute l'équipe de iWarrior.net qui est avec nous, qui nous accompagne depuis au moins 15 ans. Nous avons démarré ensemble, depuis 15 ans on est ensemble avec Séverin. Et a suivi le parcours, la progression de l'intelligence d'Abidjan. C'est d'ailleurs à juste titre, que nous l'avons à juste titre récompensé à Paris, que nous devions encore le faire ici en septembre dernier. Malheureusement, il n'a pas pu venir. Et puis, nous avons eu quelques contraintes d'organisation au niveau du terrain pendant l'événement, mais ce n'est que partie remise. C'est un partenaire, c'est un frère, un ami avec qui nous sommes en partenariat depuis une quinzaine d'années. Il a suivi notre parcours et c'est un plaisir d'échanger avec vos lecteurs, avec vous, pour passer ce message à vos lecteurs, à vos téléspectateurs et aussi à vos auditeurs. En tout cas, nous souhaitons continuer ce chemin. Nous sommes à votre disposition, nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos préoccupations et aussi avoir l'opportunité éventuellement pour échanger avec l'ensemble de votre public sur l'ensemble de vos plateformes. Merci beaucoup.